Mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord vous remercier d'être venus aussi peu nombreux. Et je m'entends. Ce n'est pas du tout de l'ironie facile, mais je sais trop que dans l'histoire, ce sont des minorités courageuses et solides qui ont modifié le cours de cette histoire. Et en vous voyant, je pense à ces Grecs qui ont défendu les Thermopyles contre l'envahisseur perse et ont sauvé la cité athénienne. Je vais structurer mon exposé, il ne sera pas trop long, rassurez-vous, parce que M. Schmuder a tout dit déjà. Je vais le structurer en 3 parties. La déformation de l'image de la milice donnée par la gauche, premier point. Deuxième point, le problème du volontariat ou de l'armée professionnelle. Et troisième point, les menaces qui, comme le nom l'indique, nous menacent. Vous avez eu une offensive contre la milice qui a déjà commencé assez tôt en amont, alors je ne peux pas remonter au calendrier grec, c'est le cas de dire, mais qui a commencé dès l'année dernière avec des articles, curieusement non pas dans des journaux suisses, à part un dans la N77, mais dans Le Monde, de 2 personnages, l'un étant M. Lang, qui est député socialiste, et l'autre dans M. Hoog, qui avait été consulté également comme expert par la fameuse commission Bergier, dont tout le monde se souvient de l'admirable objectivité en ce qui concerne les jugements portés sur la cité. Monsieur Lang nous dit la chose suivante dans la N77, toute cette culture des armes que, sous-entendu, pas les fascistoïdes suisses pratiquent, est de naissance récente. C'est quelque chose qui s'est développé tard dans la seconde moitié du XIXe siècle, le fusil à la maison, etc. Et finalement, avant, les confédérés ne s'intéressaient pas aux armes. Or, lorsqu'on se penche un peu sur la réalité historique, on sait que dès le haut Moyen-Âge, que ce soit en Suisse ou ailleurs, l'arme a été sacralisée. Les épées avaient le nom, les épées et les hallebardes étaient déposées sur le Saint-Autel de l'Église, qui devait lui apporter une protection divine. L'arme était choyée par son propriétaire, et l'arme était utilisée quand il fallait l'utiliser. Alors évidemment, on peut raconter ce qu'on veut, c'est ça le danger. J'en discutais hier avec de jeunes intervieweurs. Quand toute notion d'histoire a été effacée des programmes scolaires, et actuellement nous sommes arrivés à une situation catastrophale, vous aurez peut-être des cours sur la culture du sorgho en Haute-Égypte sous Mykérinos ou Képhren, ou sur le roi des Bourbourous au centre de l'Afrique, mais on ne vous parlera plus des éléments fondateurs de l'histoire de la Confédération. Même pas dans une vision critique, n'est-ce pas ? L'histoire est balayée. Et j'ai donné hier une interview à la villa du général Dufour à Genève, qui est encore là, qui est encore intact. Et les 2 intervieweurs, des hommes, je crois, 25 ans, 30 ans, m'ont dit, mais c'est qui ce général Dufour ? Habitant à Genève, là, ils ne savaient pas, n'est-ce pas ? Puisqu'on est à Fribourg, il y a cette chanson qu'on chantait à l'époque du Sonderboom, alors je ne peux pas vous chanter la mélodie, mais qui est assez drôle. Quand le bon général eut pris Fribourg, il dit aux Fribourgeois, vous êtes fribourgeois. Donc, humour, je le vois. Je vous le donne tel quel. Donc, évidemment, M. Lang peut raconter tout ce qu'il veut. On ne parle pas de la culture des armes, il dit qu'il n'y en a pas eu. Alors, M. Lang, qui est un homme de gauche, devrait savoir qu'une des anciennes de la gauche, dans toutes les révolutions, c'est des armes, des armes, des armes. La Révolution française pille les arsenaux, la Révolution de 1848 pille tous les arsenaux,
et la révolution espagnole de 1936, armas, armas, n'est pas, il faut armer le peuple. C'est un besoin viscéral d'avoir des armes pour défendre une liberté qui est de gauche. Alors ça, c'est évidemment un emploi des armes qui est parfaitement légitime. Quant à M. Hug, qui est un personnage extrêmement douteux, c'est un historien alémanique, c'est un personnage qui, à l'époque de l'affaire des fonds en déshérence, a joué un rôle plus que douteux, puisqu'il avait accusé feu le conseiller fédéral Faulkner d'avoir encaissé pour ses propres besoins des sommes considérables qui étaient dues à la Pologne, des fonds en déshérence polonais que la Suisse avait gardés illégalement. Et heureusement que le fils de Faulkner vivait encore à ce moment-là, est monté en créneau et dit pas du tout, cette rétention des fonds polonais, juifs ou polonais, c'est les deux, est due à une décision de l'Assemblée fédérale pour une raison très simple. Cet argent ne pouvait pas être rendu à un État communiste parce qu'il était immédiatement confisqué. Donc si on avait rendu cet argent polonais, si vous voulez, aux propriétaires polonais de l'époque, c'est l'État bolchevique qui l'aurait ramassé. Et le bonhomme, froidement, a eu le front de dire Monsieur Faulkner et ses collègues et son parti sont des voleurs. Alors heureusement, Monsieur Hug a dû présenter des excuses publiques aux intéressés. Ce qui n'empêche pas ce Monsieur Hug d'avoir récemment coiffé et avalisé une expertise du Parti socialiste sur l'armée suisse. Alors, cette expertise, elle est d'abord faite par un Berlinois, elle est faite par un sociologue, et le bon monsieur nous dit qu'il n'y a aucun danger, une force de police de 20 000 hommes, c'est largement suffisant. Et ce papier a été diffusé et probablement appris par cœur dans toutes les instances du Parti socialiste. Donc il y a là, vous voyez, une transformation, un espèce de trucage pour nous montrer pas de culture d'armes. Et alors monsieur Hug va plus loin en disant l'idée de milice est tout simplement une idée qui remonte à 1875, dans le nouveau règlement militaire. Elle n'existait pas avant, ce qui est un mensonge éhonté. Elle existe depuis le Moyen-Âge. Ceux qui ont tripoté Charles le Téméraire à Morat, que je sache, étaient des miliciens bernois. Et vous avez aussi un autre exemple de l'autodéfense du peuple. C'est une guerre qu'on connaît très peu en Suisse, 1375, c'est ce qu'on a appelé la guerre des Googlers. Ces Googlers, c'était des casques pointe à pointe, si vous voulez, et ce sont des grandes bandes, des mercenaires anglais au service du seigneur de Coucy, qui avait des prétentions d'héritage sur les Habsbourg de Suisse, qui envahissent la Suisse, c'est des Anglais. C'est une armée anglaise de grandes bandes d'environ 30 000 hommes. Les couvents se ferment, les seigneurs s'enferment dans leur château, la frousse d'Aubille, et finalement, c'est la population qui, avec épée, hallebarde, arrive non seulement à repousser ces couleurs et à les chasser. Et si vous allez faire une petite visite au château de Lenzburg, vous verrez une création d'un artiste intéressant qui est un anglo-suisse qui s'appelle Jerry Embleton. Et ce bonhomme reconstitue, alors il y en a dans différents châteaux suisses, des scènes de l'histoire suisse. Alors il y a grandeur nature, avec une précision extraordinaire, on a l'impression d'y être. Alors vous avez par exemple à Bérésina, vous voyez le petit tambour suisse qui meurt de froid, gelé. Vous avez l'escalade de Genève, par exemple, les Savoyards qui montent sur des échelles. Et vous avez précisément l'image d'une ferme attaquée par ces googlers, qui sont vraiment des tueurs. Alors, ce qu'on voit, c'est l'intérieur, la schöne Stube de la ferme, avec deux paysans armés, mais déjà morts ou blessés, qui gisent sur le sol, et un troisième avec une hallebarde qui repousse
à travers un volet défoncé, un googleur qui essaye de lui enfoncer son épée dans la poitrine. Donc on voit bien là l'idée du milicien, du paysan armé qui repousse cette invasion. Et alors le monsieur, froidement, dans les colonnes du Monde en plus, parce que peut-être en Suisse il y aurait eu quelques contestataires, mais comme les Français n'ont aucune idée de ce que peut être même la Suisse et son histoire, par conséquent c'est dans les colonnes du journal un peu gaucho-bobo nommé Le Monde qu'il expose en première page ses idées sur le fait que l'armée de milice est une création de la fin du XIXe siècle. Donc vous voyez un travail de désinformation. Alors la conclusion, c'est que cette armée de milice est tellement récente, elle est l'expression du militarisme bourgeois, impérialiste suisse de l'époque. Par conséquent, nous avons actuellement aucune raison de la maintenir. Ah, on va l'abolir. Voilà. Et tout ça, il y a une année. Donc vous voyez, le terrain a été de longue date préparé, si je puis dire. Donc, c'est le premier fait. Cette armée de milice existe depuis le Moyen-Âge. Cette armée de milice a eu des hauts et des bas. Il ne faut pas idéaliser. Il y a eu des moments où elle a failli sur 1798, ce n'est pas l'arrivée des troupes révolutionnaires françaises, avec des troisièmes colonnes assez effrayantes, surtout du côté du canton de Vaud. Monsieur Frédéric César de la Harpe porte une très très lourde responsabilité comme cinquième colonne, n'est pas, pro-française en Suisse. Oui. Et par conséquent, non, mais c'est pour nous, et par conséquent, mais le résultat, cette armée de milice ne peut pas être balayée historiquement d'un revers de la main. Mais effectivement, sans prendre à la dimension historique de l'armée de milice, c'est jouer gagnant dans la mesure, comme je vous le disais, les notions historiques s'évaporent complètement puisque l'école n'assume plus sa mission d'un enseignement d'histoire, commencer d'abord par l'histoire de notre pays. La deuxième chose, on vous parle alors maintenant, n'est-ce pas, c'est subtil l'intervention du GSSA, on ne vous dit pas comme dans les précédentes votations, ils avaient échoué lamentablement, on ne vous dit pas élevez le rôle, ou vous supprimez l'armée, ou vous la gardez. On vous dit non, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est ou une armée de volontaires, ou une armée professionnelle. Alors là, on induit les gens, beaucoup de gens disent mais il y a quand même là peut-être des solutions intéressantes au remplacement de l'armée de milice. Alors, je vais maintenant vous dire deux choses à ce propos. Armée de volontaires. La plupart des pays européens, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, ont introduit le volontariat militaire. L'Allemagne est arrivée par le volontariat militaire à environ à couvrir le 60-65% de ses effectifs. Pour le reste, il n'y arrive pas. En plus, les gens qui se présentent comme volontaires, c'est souvent des gens de seconde, pour ne pas dire de troisième qualité. Et actuellement, la Bundeswehr a lancé une campagne de films à la TV, sur YouTube, partout, pour essayer, comme au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, d'enrôler des soldats volontaires. Alors pas du tout avec la guerre et ce qu'elle est, et les armes, mais avec des casernes idylliques, beaucoup de soldats femmes fort jolies, des excursions dans la forêt noire, des cascades. Bon, de temps en temps, il y a un petit Panzer dans un coin, mais vous voyez l'armée, grandes vacances. Et finalement, d'après ce que je sais, cette campagne publicitaire est un flop formidable actuellement. Donc, je vous donne encore un exemple, c'est la Belgique. La Belgique a introduit l'armée volontaire, elle a supprimé chars, canons, armes lourdes, il n'y a plus que des armes légères, il y a une minuscule aviation, il y a une flottille dans le port d'Anvers, 3 vedettes rachitiques, et rien d'autre. Et cette armée de volontaires ne fait pas son boulot, coûte très cher, et c'est symptomatique, n'est-ce pas? La Belgique est un pays en voie de décomposition, c'est clair, à plusieurs autres.
en voie de décomposition, et c'est intéressant de voir qu'un pays en voie de décomposition se fabrique une armée en voie de décomposition. Et cette armée, parce qu'elle est en partie composée de volontaires et en partie de professionnels, eh bien, coûte, 35 000 hommes, 4 milliards d'euros par année. Donc, des coûts exorbitants. Et alors là, on en vient à l'armée professionnelle. Alors là, il y a une alchimie, un mystère que personne n'arrive à m'expliquer. La constante de la gauche, pas les communistes, c'est les seuls, mais toute la constance de la gauche, socialistes, sociodémocrates, libéraux de gauche, etc., a été la défense, depuis la Révolution française, de l'armée de milice. L'armée professionnelle est une armée, en termes modernes, fascisante, elle est une armée de centurions, elle est une armée vouée au coup d'État et extrêmement dangereuse. Par conséquent, plaidons pour la milice. Et que fait Jean Jaurès, le grand tribun du socialisme français? Il écrit un énorme bouquin de 600 pages, dont 150 sont consacrés à l'armée suisse, s'appelle l'Armée nouvelle, publié vers 1900, où il défend avec ardeur le modèle de l'armée milice suisse pour la France. Et Jaurès reste quand même, pour ceux qui connaissent encore, le dieu et le héros des socialistes. D'ailleurs, Jaurès est venu en Suisse pour s'informer du fonctionnement de l'armée de milice, et il est même allé, parce qu'on lui avait dit, il ne pouvait pas le croire, on lui avait dit que la munition de guerre en Suisse 75 était en vente libre. Eh bien, il raconte comment à Lausanne, il va chez un armurier et il lui dit j'aimerais un paquet de 20 cartouches, et le type lui dit ça fait, je sais pas, 5-6 francs à l'époque, et il n'en vient pas. Et il dit que confier des armes, confier des munitions à un peuple qui ne songe même pas avec ça à monter des barricades ou à détruire la classe possédante, eh bien ça montre une discipline, une maturité absolument extraordinaire. Et ce Jaurès va être tout de suite suivi d'un autre personnage qui s'appelle le capitaine, Jaurès n'était pas un soldat, mais l'autre s'appelle le général Gaston Moch, qui sera d'ailleurs le père d'un futur ministre français socialiste de la Défense sous la Troisième République. Et ce Gaston Moch démissionne de l'armée parce que le militarisme le dégoûte, devient un socialiste très militant, il devient aussi, c'est un bon physicien, il était officier d'artillerie, il devient curieusement l'introducteur de Einstein en France, et ce bonhomme va militer pour l'armée milice, l'imposition de l'armée milice en France, et son ouvrage principal s'appelle tout simplement « Vive la milice », et le bouquin est aux 2/3 consacré à la milice helvétique, comme modèle auquel la France et le socialiste doivent se référer. Le même phénomène, alors je ne peux pas tous vous les citer, vous avez le même phénomène en Allemagne, avec Bebel et tous ces gens-là, qui tous disent, regardez vers la Suisse, c'est le modèle de l'armée citoyenne, c'est le modèle de l'armée populaire, c'est le modèle de l'armée démocratique. Au même moment, et ça on se garde bien de vous le dire, vous avez une grande milice qui existe encore et qui fonctionne très bien, c'est la garde nationale américaine. La garde nationale américaine, actuellement, c'est 480 000 hommes, c'est relativement important, basé sur le système qu'ils appellent 2 mois 2 jours, c'est-à-dire 2 jours par mois de service et 2 mois par année de service. Eh bien, cette garde nationale est intervenue à tous les niveaux, lors des émeutes raciales à l'époque à Los Angeles, lors des inondations à la Nouvelle-Orléans, lors des incendies de forêt, et malheureusement, mais ça c'était une décision de Bush, également elle a été mobilisée massivement et envoyée en Irak, ce qui a constitué évidemment une base de débat très importante aux États-Unis. Mais les Américains font confiance, pour une partie de leur défense, à cette armée de milices, de près bien équipée, de près d'un million d'hommes. Et tous ces exemples, évidemment, on ne vous les donne pas, on ne vous les cite pas, parce qu'ils plaident trop en fonction de l'armée de milice. Et vous avez un jeune socialiste, c'est là une chose, ce qui me fait mal,
c'est que les socialistes, pendant des années et des années, pendant 100 ans, ont réfléchi sur la guerre, ont réfléchi sur l'armée, ont essayé de trouver des solutions, ont essayé de démocratiser l'armée. Eh bien, actuellement, cette tradition de réflexion socialiste a complètement disparu, n'est-ce pas? C'est l'armée, c'est de la saloperie, le militarisme, c'est de la saloperie, liquidons cette saleté. En précisant quand même que vous avez dans l'armée suisse, d'après ce qu'on a calculé, environ quand même 20% des officiers qui sont socialistes, en tout cas qui votent socialistes. Et vous avez récemment un jeune socialiste convaincu vaudois qui s'appelle Adrien Fontanella, qui a plusieurs blogs militaires. C'est un employé de commerce, c'est pas un historien de métier, mais un remarquable historien, un garçon, il est jeune encore, un garçon vraiment tout à fait extraordinaire, qui dit, mais non, dit à son parti, il a même écrit dans le domaine public, qui est un peu l'écho intellectuel des socialistes, un article en disant, nous devons, nous socialistes, voter pour le maintien d'une armée ministre. C'est la seule solution diplomatique. Pas d'armée de volontaires, pas d'armée française. Et dans une émission de radio, il s'est fait littéralement démolir par un de ses collègues de parti, qui est un député au Conseil national valaisan, qui se souvient bien, qui l'a traité comme un petit merdeux. Donc là, le courant démocratique socialiste n'a pas très bien joué. Et là, il n'y a aucun effort pour reprendre en main le problème militaire de la part des socialistes. Vous avez un historien allemand, qui est mort, maintenant, ça s'appelle Reinhard Höhn, qui a écrit 3 énormes volumes de 700 pages sur les socialistes allemands et l'armée. Et il montre très bien les efforts qui ont été faits par les socialistes pour essayer de trouver la juste solution, pour essayer de concilier l'armée avec 2 ans de service militaire et les droits démocratiques dans le Deuxième Reich. Et donc là, il y a eu une préoccupation extraordinaire de la part des socialistes, préoccupation qui s'est complètement évaporée. Troisième point, c'est la nature de la menace. La première menace, il ne faut pas se raconter des histoires, c'est nous-mêmes. Et cette menace est apparue d'abord dans une première époque que un économiste français a appelé les 30 glorieuses, pas par opposition, 3 glorieuses, où cet économiste français nous dit, ben voilà, on a eu 30 ans de surchauffe, on dit en Suisse, de conjoncture, de bien-être, le chômage a disparu, la menace, bon, il y avait toujours l'Union soviétique, mais elle s'adoucissait d'année en année. Je me souviens des suppléments des journaux suisses romans de 5-6 pages, offre d'emploi, n'est-ce pas? Et on téléphonait, on était accepté immédiatement avec un salaire en avance, et c'était une espèce d'idylle. Et alors là, évidemment, ces 30 glorieux, 30 ans c'est long, ont poussé le peuple suisse, et d'autres, il n'y a pas que les Suisses, à un hédonisme, à un consumérisme absolument effréné. C'est la première chose. Puis est arrivé à partir de 67, le mai 67 précisément, ou alors des idées marxistes, trotskistes, anarchisantes ont commencé à pénétrer dans les cerveaux des étudiants, des classes intellectuelles, de la bourgeoisie intellectuelle, où il était montré qu'au fond, notre société bourgeoise ne valait plus la peine d'être vécue. On avait les yeux de Chimène pour l'expérience cubaine, on avait les yeux de Chimène pour l'expérience chinoise, n'est-ce pas? Le grand timonier était le grand homme. Je vous rappelle que le Laogai chinois, d'après Dominac, qui est le grand spécialiste de question, a fait 55 millions de morts. La ville de Laogai, c'est les camps de concentration chinois. Eh bien, on avait que... C'était admirable. Tout ce qui venait de Chine était divin. Le grand timonier était un dieu, c'était même plus un homme. Donc, on est rentré dans des voies d'aberration. La seule chose qui nous a peut-être encore tenus debout à cette époque-là,
c'est la menace, c'est la peur du communisme. C'est la peur du communisme jusqu'au moment où il va s'effondrer en 1990. Donc c'est cette première menace. Passez-moi de solide Eidgenossen, on devient des flancs caramels. On s'amollit, c'est Byzance, c'est la fin des haricots, l'armée n'est plus prise au sérieux, et alors à partir de 90-92, vous avez là un refus de voir la réalité qui nous entoure. Or, prenez nos 20 dernières années, qu'est-ce que vous voyez? Tous les espoirs mis d'abord dans une défense européenne se sont évaporés. Il n'y a pas de défense européenne. Il y a 2-3 petites manœuvres symboliques de temps en temps pour rassurer les parlements, mais rien d'autre, peut-être la population. Vous n'avez rien de cohérent à ce niveau-là. Vous avez eu quelques petites expéditions militaires, comme les Falklands, par exemple, mais il n'y a rien qui a été fait pour créer véritablement une armée européenne. Donc là, c'est le premier manque absolument effrayant, cet espoir qu'on avait d'une armée européenne qui pourrait nous défendre, nous couvrir. Beaucoup de politiciens à l'époque pro-européens nous disaient que la Suisse n'a plus besoin d'armée parce que l'armée européenne est en train de se mettre en place, elle est en train de se faire. Donc voilà, on peut donner quelques contingents à cette armée européenne. Eh bien, elle ne s'est pas faite. Deuxième chose que personne n'avait prévue, c'est la crise très grave, et peut-être de plus en plus grave que traverse l'Union européenne. Moi, je me souviens de turiféraires européens qui parcouraient les universités, aussi bien en Autriche qu'en Suisse. M. Schwab, par exemple, nous disait que l'Europe, c'est la solution, c'est l'extinction de tous les conflits, c'est la justice sociale, c'est le triomphe économique, c'est la fin du chômage, c'est la fin de la paupérisation. Eh bien, regardez maintenant les États du nord de la Méditerranée, Grèce, Italie, France, Espagne, et sur la face atlantique, la Lusitanie, le Portugal, et vous voyez où ils en sont. En plus, il y avait quand même une autre chose. Il y a encore une dizaine d'années, on pouvait aller dans notre hédonisme se baigner à Mamet, en Tunisie, ou aller passer des jolies vacances à Hurghada, sur la mer Rouge. On a passé des moments merveilleux dans les couchers de lune de Palmyre, en Syrie. On en est où? Le monde musulman s'est embrasé. Et ça ne va pas s'éteindre de si vite. Il y a eu d'abord la guerre civile algérienne. Il y a une guerre pratiquement civile en Libye. L'Égypte, vous voyez les informations. Le Yémen est en guerre civile. La Syrie, alors là, on est au summum de la guerre civile. L'Irak est en guerre civile. Et la Turquie branle sérieusement au manche. Et avec ça, on veut nous raconter qu'on est en pleine sécurité, qu'on n'est pas touché par ça, qu'on n'est pas touché par des afflux de réfugiés, qu'on n'est pas... Alors hier, à mon présentation à Genève, un Égyptien s'est levé, un banquier, et il nous a dit, alors les gens étaient un peu embarrassés, il nous a dit, voyez l'utilité de l'armée, hein, parce qu'on a une armée en Égypte qu'on a pu contenir l'islamisme dévorant d'un monsieur Morsi. Donc, c'était vive l'armée. Bon, simplement, l'armée égyptienne n'est pas une armée de milice aujourd'hui. Donc là, vous avez des menaces qui arrivent à tous les niveaux. Et vous avez des menaces sécuritaires qui sont effrayantes. Voyez ce qu'était la paisible Suisse en 60. Voyez ce qu'elle est devenue, surtout sur l'arc jurassien, comme lieu de gangstérisme, de criminalité, de banques, de stations d'essence attaquées. Il y a un vieux monsieur hier soir qui nous disait, mais moi il habite là dans le Jura, je ne suis plus en sécurité, j'ai peur. Et la police est absente. Et effectivement, nos forces de police sont dérisoires. Nos forces de police actuellement, pour toute la Suisse, c'est même pas la moitié des effectifs policiers de New York. Donc même si vous comptez le nombre de la population de New York qui est plus grande, nous avons un déficit policier
extraordinaire. Et je parlais hier avec un responsable de la police genevoise qui me disait 2 coups durs, par exemple une manifestation qui dégénère, et à ce moment-là, un train qui pète à la gare Cornavin, c'est fini, on est dépassé, le recours, c'est l'armée. Et ce qu'on ne sait pas, c'est lors de la catastrophe de Gondo, c'était dans les années 80 et quelques, eh bien, vous avez eu cette vallée qui a été dévastée, c'est bon, mais toute la vallée du Rhône a été inondée, et les premières troupes qui sont intervenues à Brive, par exemple, ce ne sont pas des unités du génie avec du matériel lourd, c'est des unités d'infanterie. Et pourquoi? Pour contrôler les pillards. Les pillages avaient commencé dans cette Suisse policée, civilisée. Et ça gagne. Regardez la paisible Suède. Elle s'est enflammée récemment. Regardez la paisible ville de Berne, qui a été dévastée, je pense qu'il y a 2 mois à peu près, par ces gens qui demandent la liberté de fêter. Regardez, enfin, tout se déglingue absolument, et les responsables de la police sont bien conscients que la seule possibilité pour maintenir un ordre et une discipline dans un cas de catastrophe qui peut être naturel, qui peut être l'explosion d'une centrale, qui peut être un pipère chargé d'explosifs peut s'écraser sur une centrale nucléaire, eh bien, les seuls gens qui pourraient réacter face à de telles catastrophes, c'est une armée de milice. Alors cette armée de milice, il faut un peu la considérer comme une réserve stratégique du Conseil fédéral. On pourrait la limiter à 100 000 hommes, mais il faudrait que tous ceux qui passent à la conscription, qui passent sous la toise, comme on disait à l'époque, soient enregistrés avec leur domicile, leur spécialité, et pourraient être très rapidement appelés en cas de problème. Enfin, dans l'immeuble chez l'ami où j'habite à Genève, eh ben, son voisin est un électronicien, et le voisin du haut est un ingénieur en pont et chaussée. Donc ces gens-là pourraient immédiatement intervenir avec un niveau, le peuple suisse a quand même un niveau de culture et de connaissance très élevé. Donc vous voyez, vous verrez dans le bouquin, je cite des tonnes d'exemples où nous sommes effectivement menacés. Et alors, je veux terminer par 2 choses. J'aimerais d'abord vous citer une grande inscription qui se trouve dans le réfectoire de l'Académie militaire de West Point, qui forme l'élite des officiers des États-Unis. Et c'est simplement écrit sur le mur, l'homme ne se souvient de Dieu et de l'armée que lorsqu'il est en péril de mort. Et deuxième chose qui sera ma conclusion, vers 1820, le philosophe allemand Hegel, russo-allemand, il était à Berlin, il n'était pas prussien, nous produit une phénoménologie de l'esprit. Dans cette phénoménologie de l'esprit, il nous présente une sorte d'apologue, le maître et l'esclave. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, vous avez un maître, un type, un guerrier extrêmement efficace, qui, dans un combat, capture un esclave. Alors l'esclave est pas bête, intelligent, grand travailleur. Alors il fait tout, il fait la cuisine, il lave le linge l'esclave, il fait les comptes, il s'occupe du jardin, etc. Et pendant ce temps, l'esclave, le maître, s'amollit. Le maître n'a plus besoin de travailler. Donc le maître fait des siestes, le maître se lève vers midi, le maître n'arrête plus de manger ce que lui amène l'esclave, le maître ne vérifie même plus les comptes parce qu'il a remarqué que l'esclave est honnête. Et finalement, renversement de situation, c'est l'esclave qui va prendre le pouvoir. Or, pour nous, la question dans ce vote, voulons-nous être maîtres ou voulons-nous être esclaves? Je vous remercie.